Bonsoir à tous, bonsoir Mathilde Olivier. Bonsoir. Vous êtes sénatrice française du groupe écologiste chargé des Français de l'étranger. C'est votre première fois en Algérie. Déjà, première question, dans quel cadre se déroule ce premier voyage en tant que sénatrice ? Merci d'abord pour votre invitation. C'est en effet la première fois que je viens en Algérie. Je viens à la rencontre de la communauté française ici en Algérie en tant que sénatrice représentant les Françaises et les Français établis hors de France. Je viens lui rendre visite ici à Alger. Je continuerai ensuite mon voyage à Annaba puis à Oran pour rendre visite à cette communauté de plus de 15 000, 18 000 personnes françaises inscrites auprès du consulat. Et c'est pour moi important que de venir à sa rencontre, que de venir entendre ces problématiques. Cette communauté française, elle fait aussi le pont entre deux cultures, entre deux pays. Elle est en grande partie aussi franco-algérienne. Et c'est, je pense, important pour moi de venir à sa rencontre. Je me déplace beaucoup dans le cadre de mon mandat, partout dans le monde. La communauté française en Algérie, c'est une communauté importante dans le monde. Et donc c'était pour moi important, au bout de... ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis élue, de pouvoir lui rendre visite. Cette visite intervient en pleine crise algéro-française. Vous savez que les relations sont quasiment suspendues. Il n'y a pas d'ambassadeur de France à Alger, pas d'ambassadeur d'Algérie à Paris. Est-ce que vous pensez que les parlementaires comme vous, Mathilde Olivier, peuvent jouer un rôle dans le rapprochement entre les deux pays ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est le rôle de la diplomatie parlementaire de pouvoir continuer à échanger, même dans les moments très difficiles comme ce que nous vivons actuellement, de pouvoir continuer à avoir des échanges, soit lors de déplacements comme celui-ci. Là, pour ma part, je viens en tant que sénatrice représentant les Français de l'étranger, donc le but de mon voyage, c'est avant tout la rencontre des Français de l'étranger, mais c'est toujours important de pouvoir rencontrer nos homologues, de pouvoir les entendre et de nous aussi pouvoir parler des messages que nous souhaitons porter à nos homologues. Et puis c'est aussi ce que l'on fait dans les instances internationales de dialogue interparlementaire, à l'Union interparlementaire par exemple, dans laquelle nous participons, dont je suis membre, et qui est aussi l'occasion de rencontrer différents homologues. Et il y a 1 ou 2 ans maintenant, j'avais par exemple pu échanger à cette occasion avec des parlementaires algériens. Est-ce que vous estimez justement, Mathilde Olivier, que votre voix en tant que parlementaire est entendue ici par vos interlocuteurs algériens ? Alors j'ai peu d'interlocuteurs algériens dans le cadre de ce déplacement puisque mon but dans ce déplacement, c'est avant tout de venir à la rencontre de la communauté française. Donc j'aurai peu de contacts avec les autorités algériennes dans ce cadre-là, mais en tout cas c'est intéressant de pouvoir entendre la communauté qui elle a pour beaucoup intégrée dans la vie locale ici en Algérie, et qui elle aussi a des messages à faire passer. Elle aussi est impactée par cette crise et attend que cette relation se réchauffe. C'est donc pour moi important de les entendre. Et c'est aussi, vous savez, lorsque je me déplace à l'étranger, j'ai peu de temps pour faire autre chose que de rendre visite aux Français, mais à travers les yeux des Françaises et des Français installés à l'étranger, c'est aussi les pays dans lesquels je me rends que je vois, à travers des personnes qui depuis très longtemps habitent à l'étranger et peuvent donner leurs sentiments, leur vision, leur approche, qui est aussi un mélange de ces deux cultures. Il faut rappeler aussi que les 2 Sénats ont rompu leurs relations à l'initiative du Sénat algérien après une prise de position de votre président, Gérard Larcher, notamment concernant la question du Sahara occidental. Est-ce que vous pensez que c'est difficile aujourd'hui en tant que sénateur de pouvoir travailler avec l'Algérie, de nouer des liens après la crise et la prise de position officielle de la France sur la question du Sahara occidental ? Moi, ma position en tant que sénatrice écologiste est différente de celle du président du Sénat français. Elle est différente de celle des positions qui ont été prises par plusieurs parlementaires, plusieurs sénateurs français sur la question du Sahara occidental. Nous, en tant qu'écologistes, nous défendons le droit international et nous défendons l'autodétermination des peuples. C'est une constante de notre ligne politique, que ce soit sur la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, et que ce soit à Gaza, que ce soit au Sahara occidental. Nous défendons cette position et nous continuerons à la défendre.
Pour vous, c'était une erreur du président français de décider le 30 juillet 2024 que l'avenir du Sahara occidental serait uniquement dans le giron marocain ? La position des écologistes, elle est constante, c'est celle de l'autodétermination des peuples, et donc comme je viens de vous le dire, c'est bien sûr celle de l'autodétermination du peuple sahraoui. Nous restons sur cette ligne, ce n'est pas la ligne qui est pour l'instant... Du président aussi, ce n'est pas la ligne du président français, c'est bien ça. Aujourd'hui, il y a une Assemblée nationale en France qui a voté une résolution, ce n'est pas une loi, sur les accords de 68, les accords franco-algériens. Ils ont voté leur annulation. Quelle est votre lecture de ce geste contre la relation entre les deux pays ? C'est vraiment l'extrême droite française aujourd'hui à travers cette résolution a encore une fois essayer d'agiter les questions coloniales pour sa politique, pour ses velléités en termes de politique intérieure. Je pense que c'est vraiment très problématique que ce texte soit passé. Nous, la gauche, les écologistes, nous sommes fortement opposés à ce texte. Mais il faut bien rappeler que c'est une résolution. C'est une résolution qui a été prise par l'Assemblée nationale. Pour l'instant, elle n'aura pas d'impact, elle n'aura pas de suivi, puisque ce n'est pas un texte de loi en lui-même, c'est une résolution qui donc demande au gouvernement de prendre des mesures. Nous y opposons, bien sûr. En tant que sénatrice, je n'ai pas eu à voter sur ce texte, mais nos collègues à l'Assemblée nationale s'y sont fortement opposés. Nos collègues du groupe écologiste ont pris la parole au moment des discussions sur ce texte. Tous nos collègues de gauche se sont exprimés, et c'est vraiment... c'est vraiment triste aujourd'hui que l'extrême droite utilise comme ça. Et puis c'est aussi révélateur que le premier texte de l'extrême droite française qui passe à l'Assemblée nationale soit un texte de ce type sur les questions coloniales et sur l'Algérie. Donc j'en suis navrée. Et la logique voudrait que ce texte vienne au Sénat après avoir été adopté par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut s'attendre à un vote identique au Sénat sur cette résolution ? Non. Ce texte devrait être repris pour arriver au Sénat. Et au Sénat, nous n'avons pas... l'extrême droite française n'est pas présente au Sénat. Donc je ne vois pas pour l'instant de débouché de cette résolution au Sénat. C'était plutôt un acte... politique de l'extrême droite française, mais je ne vois pas de continuité sur ce texte au Sénat, et bien sûr je ne la souhaite pas. Les relations algéro-françaises qui traversent toujours une crise ont connu un peu le pic de cette crise avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et la relation était très difficile à son époque. Est-ce que vous pensez que son départ un peu facilite le rapprochement entre les deux pays ? C'est ce que j'espère, que ces relations puissent être maintenant plus apaisées depuis son départ. Vous savez que Bruno Retailleau est sénateur, et donc c'est votre collègue. Nous l'avons côtoyé. Il était dans la même commission que moi, la commission de la culture au Sénat. Oui, je pense que, en tout cas, son successeur essaye de poser un certain nombre de jalons. Il faut que des deux côtés de la Méditerranée, on renoue ce dialogue qui est important. Encore une fois, moi, ma boussole, ce sont les citoyennes et les citoyens qui sont entre ces deux cultures. Il y en a des deux côtés de la Méditerranée, des Franco-Algériens, des Français installés en Algérie, des Algériens installés en France. Et pour toutes ces personnes, nous avons besoin que le dialogue se renoue. Et puis pour la relation franco-algérienne qui est et restera importante dans la politique de nos deux pays. Il ne faut pas que cette relation soit seulement instrumentalisée pour des questions de politique intérieure. Il nous faut en faire un vrai... une relation, c'est une relation majeure pour nos deux pays, celle de la France à l'Algérie et celle de l'Algérie à la France. Et donc moi, le message que j'ai envie de porter en étant ici, c'est un message d'apaisement entre les peuples et un message d'apaisement entre les gouvernements. C'est ce que nous essayons de faire en tant que parlementaires. On a vu au cours de l'année 2025 une certaine opposition à l'intérieur même du gouvernement français sur la question algérienne, entre d'un côté le ministre des Affaires étrangères et de l'autre le ministre de l'Intérieur, où les deux tenaient des discours différents, l'un pour un rapprochement, l'autre contre. Est-ce que vous pensez que la fermeté à l'époque du ministre de l'Intérieur a bloqué un peu l'avancée des choses, et notamment la libération de Boualem Sansal ?
Oui, je pense que la méthode qui était adoptée par Bruno Retailleau n'était pas la bonne, n'était clairement pas la bonne. Ce n'est pas une manière de faire de la diplomatie, ce n'est pas une manière de faire de la politique que de fonctionner par discours interposés qui ont tendance à monter la pression. L'enjeu, c'est de renouer du dialogue. C'est comme ça que la diplomatie doit fonctionner. C'est comme ça qu'elle doit fonctionner dans cette relation. C'est comme ça qu'elle doit fonctionner aujourd'hui dans cet ordre mondial où le règne de la force et du coup d'éclat est en train de prendre le pas sur la diplomatie. Et pour nous, ce que nous voulons et nous devons porter, c'est cette diplomatie, c'est ce dialogue qui doit passer par des relations entre nos ministères des Affaires étrangères aussi. Comment vous avez apprécié en tant que force politique en France la grâce présidentielle accordée à Boualem Sansal le 12 novembre dernier? Est-ce que pour vous c'est une mesure qui va dans l'apaisement entre les deux pays? Oui, c'était important. C'était important. La libération de Boualem Sansal, c'était un pas aussi dans le rapprochement et la reprise peut-être de discussions. Le Parlement algérien, l'Assemblée nationale algérienne a voté fin décembre une loi, cette fois-ci, criminalisant la colonisation avec beaucoup de textes assez importants qui qualifient tout ce qui est comme tuerie, assassinat, torture, enlèvement, même les essais nucléaires qui peuvent être punis aujourd'hui par la loi algérienne. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que l'Algérie adopte ce type de loi qui est une première dans l'histoire du pays? Alors moi, je n'ai pas jugé sur ce que les parlementaires algériens décident de porter comme texte. Ça fait partie de votre débat politique national. Nous, bien sûr, les questions coloniales doivent être posées en France. Elles ont besoin d'être posées. Oui, la colonisation a été faite de crimes. Et oui, il nous faut travailler sur cette question en tant que... moi, j'ai envie de porter une écologie qui soit décoloniale. Et cette écologie décoloniale, elle passe par ce travail qui doit être fait de mémoire entre nos deux pays, mais à l'échelle plus globale sur l'histoire coloniale française. C'est aussi pour ça que nous avons, que je suis avec grand intérêt un texte qui arrivera ces prochaines semaines au Sénat sur la restitution des biens culturels. C'est un texte global sur la restitution des biens culturels, à l'échelle mondiale, de biens qui ont été acquis, spoliés parfois par la France pendant la période coloniale. Et au-delà. Et donc, nous avons ce texte qui arrive, qui est un texte très important. C'est un projet de loi donc, qui a été déposé par le gouvernement et qui passera au Sénat fin janvier, qui nous permettra de dépolitiser une partie de la restitution de ces biens culturels, en demandant à ce que, lorsque des demandes de restitution sont faites, eh bien, nous ayons des commissions d'experts, d'historiens, de conservateurs, qui se mettent autour de la table, qui réfléchissent, qui évaluent l'histoire de ces objets et qui puissent ensuite prendre des décisions pour restituer des biens. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que la France veut rendre un bien à un pays, eh bien, il y a le principe d'inaliabilité qui s'applique et nous devons passer des lois. Nous devons passer des lois qui doivent passer dans les deux chambres au Parlement français. Et c'est un processus qui est très lourd. Nous l'avons fait il y a quelques mois maintenant pour rendre un tambour sacré à la Côte d'Ivoire. C'était très important pour les relations aussi franco-ivoiriennes. C'était une demande depuis très longtemps du pouvoir, enfin de l'État ivoirien. Mais nous avons dû passer par des heures de débat au Sénat, à l'Assemblée nationale. Là, l'idée, c'est que nous puissions rationaliser ce processus et que, enfin, nous puissions avoir des restitutions plus importantes. Il y a beaucoup de demandes de restitution de biens culturels. C'est une demande forte des peuples. Certains objets, ils ont une valeur symbolique qui est très importante. Et donc, c'est important de pouvoir avancer sur ce sujet.
Et est-ce que l'Algérie sera concernée, Madame Olivier, par cette restitution des biens culturels? Alors, je n'ai pas connaissance de quels biens culturels l'Algérie aujourd'hui demande, mais en effet, bien sûr, si l'Algérie fait des demandes de restitution de biens culturels, elle pourra bien sûr faire ces demandes. L'enjeu, c'est d'avoir vraiment une procédure qui permette de simplifier aujourd'hui cette, la restitution. Le débat, et moi ce que je porterais dans le débat, c'est que pour l'instant le texte qui a été déposé par la ministre, il s'arrête à 1815. 1815, qui est une date qui est assez eurocentrée. Et nous, ce que nous demanderons, c'est que nous n'ayons plus de bornes temporelles et que toutes les demandes d'objets, qu'elles datent d'avant 1815, puissent être rendues. C'est quelque chose qui est pour moi important. Pour par exemple, pour de nombreux biens partout dans le monde, et donc nous demandons à ce qu'il n'y ait plus de bornes temporelles. Ce sera l'une des demandes que je porterai. Et puis bien sûr, ce sera pour moi l'occasion dans ce texte de parler aussi de colonisation, de réparation, et de quel lien on fait entre restitution de biens et puis réparation aussi auprès de populations qui ont été colonisées. Et puis ces objets, ces restitutions, l'idée c'est qu'elles ne puissent se faire que d'État à État. C'est un point qui est aussi important, qui est différent en fonction des pays. En tout cas, l'approche française, c'est plutôt d'aller sur une restitution qui se fasse d'État à État après ces commissions d'historiens. Donc ça parle des spoliations qui ont commencé après 1815. Pour l'instant, oui, mais nous, l'objectif, c'est que ça puisse être étendu à toutes les spoliations. Même avant 1815, il y avait déjà des spoliations à différentes étapes. On a un sujet, par exemple, très important autour de codex mexicains qui ont été spoliés bien avant 1815 et qui serait un geste important que la France ferait au Mexique, par exemple, de les rendre au Mexique. Donc ça concerne de très nombreux objets et c'est aussi une manière de pouvoir que ces objets puissent être donnés à voir à toutes et tous, que ce soit en France ou dans les pays dont ils sont originaires. Il y a beaucoup de biens qui sont aujourd'hui des pièces inestimables et qui sont dans les caves de nos musées. Donc il faut que ces pièces elles puissent être visibles. Et pour répondre à votre question, l'Algérie demande notamment la restitution d'une épée et d'un burnous de l'émir Abdelkader, et notamment d'un canon historique qui s'appelle le canon de Baba Marzouk, je pense. Donc ça fait partie des objets dont l'Algérie demande la restitution depuis des années. Peut-être que cette loi pourrait faire en sorte que ces objets soient restitués à l'Algérie. En effet, on m'en a parlé et c'est un point qui sera important et que j'ai bien noté aussi, puisqu'il y aura tout un sujet sur la restitution de biens qui ont été acquis lors d'opérations militaires et qui sont régis par un droit spécifique. Donc c'était pour moi très intéressant d'entendre cette problématique spécifique et de voir comment nous pourrons l'aborder et comment elle sera abordée dans ce texte. Et puisque vous avez parlé de colonisation, est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron l'a dit en 2017, que la colonisation est un crime contre l'humanité ? Oui. Oui, je fais une réponse courte parce que c'est oui, il faut aujourd'hui reconnaître les crimes de la colonisation. C'est les populations. Moi, je suis une jeune parlementaire. Nous avons des jeunes populations partout dans le monde pour lesquelles la colonisation, qui n'ont pas vécu la période coloniale, qui ont envie de se détacher aussi de ces époques. On a besoin pour ça d'avoir un travail mémoriel qui soit bien fait. Et pour ça, il faut que des deux côtés, entre nos deux pays, entre les deux côtés de la Méditerranée, mais avec un certain nombre de pays d'Afrique, on puisse entamer ce travail mémoriel. Il a été fait. Emmanuel Macron, au début de son mandat, je dois lui reconnaître ça, a voulu vraiment commencer ce travail mémoriel sur la colonisation. Nous avons besoin que ce travail il se poursuive et qu'il ne se passe pas seulement à l'échelon politique. Ce travail, il a besoin de se faire à l'échelle des historiennes et des historiens. On a besoin d'avoir ce dialogue interculturel qui ait lieu entre historiens de plusieurs pays, et des pays qui ont été colonisés par la France. C'est, je pense, vraiment important de continuer ce travail mémoriel
et aussi de porter dans la manière dont aujourd'hui on pense nos relations aux anciens pays qui ont été colonisés par la France de manière différente et de manière décoloniale, en tout cas qu'on prenne ces approches décoloniales dans la manière dont en tant que diplomate, en tant que personnalité politique, on approche la relation avec ces pays. Et qui dit colonisation, Mathilde Ollivier dit excuse, parce que nous sommes en plein débat sur les excuses, et parce que déjà Emmanuel Macron en 2017 avait évoqué les excuses, et la loi algérienne qui a été votée à la fin du mois de décembre par l'Assemblée nationale, qui criminalise la colonisation, réclame excuses et réparation. Est-ce que, en tant que parlementaire française, vous pensez qu'il est aussi nécessaire qu'il y ait excuses et réparation ? Oui, pour moi, si nous étions... Après, moi, je suis dans un parti d'opposition, moi, au Parlement français. Mais et ça veut dire que vous changerez d'avis si vous arrivez au pouvoir ? Ah non, justement. C'est que, bien sûr, moi, voilà, je peux moi, porter cette question de l'excuse. C'est important, oui, que la France s'excuse. Mais moi, je n'ai pas l'oreille d'Emmanuel Macron. Nous avons besoin que les parlementaires de sa majorité, aujourd'hui, s'expriment sur ces questions. Voilà. J'espère qu'ils vous rendront visite en Algérie et que vous pourrez eux aussi leur poser cette question. Mais oui, il faut excuse. Oui, ces questions de réparation, elles sont importantes sur différents sujets. Vous m'avez parlé de la loi qui a été votée en Algérie. On a en tant qu'écologiste, bien sûr, une position forte sur la question des essais nucléaires et globalement du nucléaire militaire. Et cette question des essais nucléaires, elle a été au cœur du combat des écologistes et même du début de l'engagement des écologistes. Voilà, on a besoin de travailler sur ces questions et on a besoin d'avoir des données sur les essais nucléaires, par exemple. Voilà, moi, c'est des sujets qui sont importants et qui doivent être évoqués. Au début du mois de janvier, Mathilde Ollivier, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a été capturé par les forces américaines sur ordre du président Trump et exfiltré vers les États-Unis. Est-ce que vous condamnez ce type d'action ? Vraiment ce type d'action. Enfin, oui, nous les condamnons fermement. Je me suis exprimée tout de suite dès que j'ai vu cet enlèvement. Nous, notre boussole, en tant que Français, en tant qu'Européens, ça doit être le droit international. Ça doit être le respect du droit international. Alors, il y a dans cet enlèvement, cette attaque des États-Unis, de Donald Trump contre le Venezuela, encore la méthode de Trump, la méthode américaine, celle du recours à la force. Et nous devons nous exprimer, nous devons continuer à porter la voix du droit international, d'une Europe qui porte les valeurs démocratiques aussi au cœur du message que nous portons. Et c'est aussi important dans la situation vénézuélienne de parler de démocratie parce que la démocratie vénézuélienne, elle avait été, le régime vénézuélien, les dernières élections, elles avaient été gravement entachées. Donc voilà, il faut porter ces deux messages, la défense de la démocratie, la défense du droit international. C'est pour moi vraiment important et c'est le peuple vénézuélien qui doit décider de manière souveraine de son avenir. Et c'est, je pense, le message que nous devons aujourd'hui marteler. C'est au peuple vénézuélien de décider de son avenir. Nous ne devons pas avoir des États qui deviennent... la solution n'a jamais été l'arrivée d'une puissance étrangère qui utilise la force pour changer de régime. Nous devons passer par des solutions démocratiques, par des solutions diplomatiques. C'est le cœur du droit international. C'est pour ça que nous portons le multilatéralisme, et pour ça, la France et l'Europe doivent pouvoir continuer dans ce monde qui est en train de se crisper sur les rapports de force. Nous devons continuer à porter le droit international au cœur de nos combats. Est-ce que vous considérez qu'avec la tragédie de Gaza notamment et ce qui s'est passé récemment au Venezuela et toutes les actions du président Trump, est-ce que vous y voyez la fin du droit international ?
Non, je ne veux pas me résoudre à la fin du droit international. On ne peut pas. Il nous faut, tous les pays qui portent le droit international à cœur, nous devons continuer de porter cette ligne. Nous devons continuer de financer l'ONU aussi. Nous devons continuer à ce que toutes les agences de l'ONU puissent être financées suffisamment. C'est aussi quelque chose de très important que nous portons lors des débats budgétaires, avoir vraiment un soutien fort au multilatéralisme. Ça passe par des financements et ça passe par une ligne qui doit être claire toujours sur le droit international. Si nous changeons de position, et bien ensuite nous perdons en crédibilité et en légitimité. Et donc c'est pour ça que la ligne elle doit être ferme sur ce respect. Voilà, comme je le disais à ce tout début d'interview aussi, que ce soit à Gaza ou au Venezuela, nous devons porter le droit international au cœur de nos combats, tout en étant aussi clairs sur le respect des principes démocratiques, sur les libertés, les libertés fondamentales qui nous permettent à toutes et tous, citoyennes et citoyens du monde, de vivre dans un monde plus en paix et plus juste. Et c'est peut-être ce que je souhaiterais pour cette année 2026, malgré le fait que cette année est malheureusement un peu mal commencée. C'est un monde plus juste et un monde plus en paix. Et c'est ce pourquoi personnellement je m'engage et j'aimerais continuer à me battre. Merci Mathilde Olivier d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes sénatrice française des Français de l'étranger du groupe écologiste. Merci à vous et merci à vous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.